La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Sud Radio, il est 13h30. Bienvenue dans Parlons femmes, l'émission de celles qui font bouger les lignes. Ravie d'être avec vous. Je reçois aujourd'hui Claire Géronimi, qui est entrepreneure, fondatrice de l'association Éclat de femmes, vice-présidente de l'UDR et auteure du livre bouleversant, Le hall d'entrée pour eux, je n'avais pas le profil. C'est sorti chez Fayard. Bienvenue Claire. Bonjour, merci. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors Parlons femmes vous pose des questions, Claire. Vous êtes prête ? Oui, c'est bon. Quelle femme, connue ou inconnue, vous inspire une force radicale ? Marlène Schiappa, qui a écrit la préface de mon livre. Je pense, à mon sens, c'est une féministe engagée et qui sait faire la distinction entre soutenir, de soutenir toutes les victimes, peu importe le message politique qu'une victime peut incarner. Ça, c'est vraiment important, effectivement. En effet, Marlène Schiappa j'en parle dans mon livre. Marlène Schiappa m'a gentiment ouvert ses portes 3-4 mois après mon agression, au moment où j'essayais de contacter beaucoup de figures féministes et qui vous répondaient pas, qui malheureusement ne me répondaient pas parce que je pense que mon viol était un peu trop politique au vu du profil de mon agresseur, qui était un agresseur sous OQTF. Ouais. Exactement. Donc Marlène Schiappa a su faire cette distinction et justement on a échangé ensemble et c'est elle qui m'a poussée justement à écrire. Claire, pardon, je vous arrête, mais moi je suis toujours choquée par les réactions de certaines féministes qui effectivement prennent parti quand ça les concerne en termes politiques ou en termes de vision. On peut parler aussi des femmes israéliennes qui n'ont pas été soutenues ou d'autres types de femmes qui sont victimes et qui sont méprisées. Les iraniennes aussi, on en parle très peu en ce moment. C'est quand même très étonnant que ces mouvements féministes ne prennent pas fait et cause pour les victimes, quelles qu'elles soient. Et écoutez, je trouve ça autant étonnant que vous, malheureusement. Je trouve que, à mon sens, quand on défend des femmes, on ne devrait pas mettre de couleur politique là-dedans. En fait, on défend toutes les femmes et c'est ce que j'essaye d'incarner. Moi, j'ai pas été soutenue par ces féministes de gauche. J'ai pas eu mon nom sur les pancartes lors de la manifestation du 8 mars, alors que pourtant j'avais pris la parole. Et pour autant, il y a des victimes qui sont plus facilement défendables, peut-être parce que moins politique, on le voit, justement, les victimes malheureusement du 7 octobre ne sont pas défendues parce que c'est pas dans leur idéologie politique et c'est ça qui, à mon sens, est pose dérangeant. Problème, ouais, exactement. Clairement. Est-ce qu'il y a une rencontre du coup qui a profondément changé votre regard sur vous-même ? Vous allez me redire Marlène ? je dirais Marlène, je dirais également... Qui a écrit un livre très bien qui s'appelle La Machosphère, qui vient de sortir. Exactement, qui était on a presque sorti notre livre ensemble, donc comme quoi on se suit pas mal. Non, je dirais sinon, je pense mon chien Léon, où j'accorde un petit passage sur lui. Léon est arrivé au moment où c'était le plus compliqué dans ma vie. C'était vraiment après tout le stress post-traumatique, donc 2-3 mois après mon agression, vraiment j'étais dans au plus bas. Exactement, au plus bas. Et j'ai décidé de prendre ce petit chien. Je rêvais d'en prendre un depuis un petit moment. Et puis, en fait, le fait de devoir être à charge d'un animal, de devoir le sortir, de le promener, de l'éduquer, c'est ça qui m'a permis de retrouver un peu de ma force, de me réapproprier aussi l'espace urbain, tout simplement. Et je pense que c'est lui, oui, qui a été une de mes plus belles rencontres et qui maintenant fait partie prenante de ma vie. C'est beau. Est-ce que pour vous, le leadership au féminin, il est enfin accepté ou il est juste toléré en ce moment ? Le leadership au féminin, moi je trouve qu'il est accepté. Je vois pas en quoi il serait pas accepté. Alors oui, il y a certains encore sujets, je pense, comme le dirait Marlène Schiappa avec son livre La Machosphère, où elle a reçu énormément de critiques et de commentaires assez désobligeants. Encore une fois, moi, je pense que j'ai jamais forcément vécu ça non plus dans le milieu là où je travaillais. J'ai jamais eu ce genre de problème-là. Forcément qu'on se pose des questions quand il y a des quotas pour rentrer dans telle ou telle école où il faut des quotas de femmes, où il faut 50% absolument de femmes. Encore une fois, je pense que la femme a toute sa place et tout son leadership aujourd'hui en France, comparé à d'autres pays en tout cas. Et alors, pour continuer sur cette idée, est-ce que le patriarcat, c'est un système qui est complètement dépassé aujourd'hui ou qui est toujours à l'œuvre, selon vous ? Pour moi, il n'y a pas forcément de patriarcat non plus. Je trouve que... Il y a une machosphère. Il y a une machosphère, oui. Alors, bien sûr, il y a des commentaires désobligeants, mais les femmes, vous savez, sont très méchantes aussi avec les autres femmes. Et ça, je trouve que c'est assez dérangeant. Non, je pense que, de toute façon, il y a un peu de tout pour faire un monde. Encore une fois...
Moi, je trouve que on doit pas dire à bas le patriarcat comme certaines féministes le disent et le crient haut et fort. Moi, je pense que les hommes peuvent avancer avec nous et doivent et construire une société plus juste avec nous et sont capables aussi de pouvoir ils sont capables et ils doivent aussi nous protéger leurs femmes, protéger leurs filles. Ça passe par eux, quoi. Exactement, je pense que ça passe par tout un système et si justement on les met sur le côté, c'est là que ça posera des problèmes, une société qui est fracturée, divisée, donc voilà. Si vous pouviez faire bouger une ligne en particulier aujourd'hui, ça serait laquelle, Claire Géronimi ? Je dirais celle de la sécurité pour les femmes. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une femme sur deux qui se sent en insécurité lorsqu'elle prend les transports en commun, même là, tout à l'heure, juste avant de venir sur votre plateau, j'étais dans le métro, forcément que je me sens pas très très à l'aise. J'étais en jupe en plus, donc on le voit, les femmes aujourd'hui ont peur de sortir dans la rue. Moi, avec mon association Éclat de Femmes, on échange avec beaucoup de femmes, beaucoup de victimes, et elles me disent souvent que, en fait, elles ont peur de prendre les transports en commun. Donc, je pense que la sécurité, à mon sens, est primordiale parce que sans sécurité, on n'a plus de liberté. C'est très juste aussi. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui ? De faire attention à elles. Je pense que c'est le plus important pour les jeunes filles, de faire attention à elles, de savoir se préserver un maximum, de connaître aussi sa force, parce que je pense qu'en tant que femme, bien sûr, on se pose beaucoup plus de questions que les hommes, on ose moins aussi, bien sûr, juste s'écouter et puis se protéger. Je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver pour une femme, et comme ça devenir même femme par la suite, en tout cas. Bien sûr. Alors, vous avez écrit ce livre qui est bouleversant, qui raconte votre agression, Claire Géronimi, ça s'appelle Le hall d'entrée, et le sous-titre, c'est Pour eux, je n'avais pas le profil. Alors j'ai envie de... Voilà, expliquez-nous ce que c'est que ce sous-titre. C'est un sous-titre qui est très fort, qui dénonce beaucoup de choses. Le sous-titre, pour eux, je n'avais pas le bon profil. C'est parce qu'en fait, depuis le début où j'ai voulu justement parler de mon histoire pour dénoncer le profil de mon agresseur, également dénoncer cette insécurité que les femmes vivaient, parce que, à mon sens, de toute façon, aucun viol n'est normal, mais là, on parlait quand même d'un viol sauvage extrêmement terrible, où il y avait en même temps une autre victime juste avant moi qui s'appelle Mathilde, avec menace de mort, avec couteau, et on en a juste vu 2-3 lignes, donc à mon sens c'était hyper important d'en parler. En fait, j'ai été confrontée à tout ce système que je ne connaissais pas du tout, d'occultation, je pense, de mon histoire, parce que mon profil, mon agresseur était un individu sous OQTF, donc moi je dis souvent que je n'étais pas le bon profil de victime, mon agresseur non plus. Donc je me suis heurtée à des médias qui n'ont pas voulu. Vous voulez dire que si vous aviez été une victime de couleur avec un agresseur blanc, par exemple, ça aurait mieux fonctionné ? Écoutez, j'ai l'impression que oui, quand j'ai essayé de contacter des associations féministes et que au final je disais texto que mon agresseur était sous QTF, en fait c'était des portes fermées. Quand j'ai vu tous les commentaires assez agressifs de la part également de certaines féministes, en fait, quel effet ça vous a fait ? C'est un abandon, c'est un double abandon en fait. On est déjà abandonné par l'État parce que l'État n'a pas su nous protéger, Mathilde et moi, parce que si mon agresseur avait été renvoyé. Exactement, si mon agresseur était renvoyé, il nous aurait pas violé. Je pense que c'est vraiment un double abandon. À la fois, moi j'ai perdu totalement confiance en ces féministes qui se proclament vraiment défenseuses de toutes les femmes. Claire Géronimi, le 11 novembre 2023, dans le hall de votre immeuble, vous auriez dû mourir. Vous avez choisi de survivre, vous avez choisi de parler. Votre texte, il s'ouvre sur une phrase fondatrice. Je suis une survivante, le bourreau et la survivante, 2 points dans l'espace. Écoutez, j'ai, je pense, une chance inouïe d'être en vie aujourd'hui. D'ailleurs, j'adresse mon livre à Philippine et à Lola, qui ont elles aussi été tuées par des personnes qui n'auraient pas dû être là, et violées également. Et j'adresse mon livre aussi à toutes les victimes qui ne peuvent pas parler ou qui n'arrivent pas à parler. Et moi, j'essaye de prendre cette parole. J'ai sûrement eu la chance à 5 minutes près de vivre et non de mourir. Et cette chance, Qu'est-ce qui vous a sauvé ? Écoutez, c'est une voisine qui est descendue. C'est une voisine qui est descendue et qui a fait fuir l'agresseur.
Cependant, la voisine m'a laissée dénudée, ensanglantée dans mon hall d'entrée, a appelé toute seule la police. Et puis, elle l'a fait fuir et elle n'est pas restée avec vous? Elle n'est pas restée avec moi parce qu'elle avait plus son train à prendre, que c'était quelque chose de plus important. Et comme c'était un événement un peu hors norme dans sa journée, voilà. Moi, je pense que ça révèle une société qui est très individualiste aussi, et c'est ce que j'essaie de dénoncer. Je pense que quand demain en fait on voit une femme se faire agresser, quand on voit une agression, on essaye de faire avec les moyens qu'on peut, bien sûr, de rester avec la personne. Là, l'agresseur était parti. C'était une maman en plus. Elle avait des filles aussi. Donc, je pense qu'en tant que maman, en fait, on se rend compte que quand on voit une jeune fille qui est totalement traumatisée, on reste avec elle au moins jusqu'à l'arrivée des secours, même s'il y a un train à prendre. Votre témoignage, il est brut, il est sans détour, Claire Géronimi. Vous avez du courage. Merci, j'essaye dans le livre en tout cas d'en parler avec les mots les plus justes, quand même avec pudeur, parce que je pense que ça sert à rien de rentrer dans le gore, dans le trash. C'est pas du tout l'idée. L'idée de ce livre aussi, c'est de sensibiliser, de montrer vraiment ce que les victimes peuvent vivre aussi pendant une agression. Normalement en moyenne une agression c'est entre 2 et 5 minutes. Là moi ça a duré 30 minutes, donc on a le temps d'écrire beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire la peur, la sidération, la perte totale de contrôle, puis après l'hôpital, les auditions, les cauchemars, le face-à-face avec votre agresseur au tribunal. Exactement, on rentre dans le livre justement avec ce face-à-face à huis clos, où je le tiens du regard pendant 3 jours, où en fait je veux lui montrer que c'est lui qui a perdu et c'est moi qui ai gagné. C'était très important de je pense montrer que en fait au moment du tribunal, c'est quand même un événement qui est très on a de la chance avec Mathilde déjà d'avoir eu ce procès. Malheureusement aujourd'hui il y a 80% des plaintes qui sont classées sans suite. Nous on a la chance d'avoir eu en plus un très beau procès, c'est-à-dire que mon agresseur a eu 18 ans de prison, plus une interdiction définitive du territoire. C'était important aussi de le décrire. En sortant de prison, on va parler vrai sur Sud Radio, il est dégagé, quoi. Exactement. C'est qu'au moins demain il ne croisera pas mes enfants. Vous écoutez Parlons Femmes sur Sud Radio et le témoignage bouleversant de Claire Géronimi et son livre Le hall d'entrée. Pour eux, je n'avais pas le profil, c'est sorti chez Fayard. Je vous le recommande pour vos filles, vos mères, vos tantes, pour nous toutes. Restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. C'est le retour de Parlons Femmes sur Sud Radio, comme chaque samedi à 13h30. Aujourd'hui, un témoignage important, essentiel, celui de Claire Géronimi, qui a écrit un livre bouleversant, une histoire vraie, une histoire qui lui est arrivée, le hall d'entrée. Pour eux, je n'avais pas le profil. C'est sorti chez Fayard. Alors Claire, je précise quand même que vous êtes fondatrice de l'association Éclat de Femmes, on va en parler. Vous êtes aussi vice-présidente de l'UDR. Donc vous faites pas mal de choses à côté. Claire, il y a une autre violence que vous racontez dans ce livre, une violence froide. Celle des lenteurs judiciaires, celle des institutions qui défaillent, celle du regard social aussi. Alors on a parlé des féminismes, le regard des gens en général. Et ça c'est assez glaçant, je dois dire. C'est assez glaçant, à la fois on veut essayer de se reconstruire au plus vite. Moi en tout cas, après avoir déposé plainte, après m'être fait recoudre le doigt parce que mon agresseur m'avait coupé le doigt une partie du doigt pendant l'agression, après avoir déposé plainte, après avoir fait les tests aux unités médico-judiciaires, après avoir dû prendre une trithérapie. Il vous a découpé le doigt ? Il m'a découpé une partie du doigt et en fait on doit se faire recoudre, mais avant de se faire recoudre on doit porter plainte parce que il faut le faire pendant que vous êtes encore blessé en fait pour que la plainte fonctionne, c'est ça ? Et en fait il faut surtout porter plainte parce que mon agresseur a été arrêté et que il était en garde à vue et que s'il n'y a pas de plainte, en fait, il est relâché dans la nature. Donc voilà, on a eu vraiment beaucoup de chance. Vous êtes allé aux urgences médico-judiciaires, du coup ? Oui, on a dû faire les tests. Et là, première violence où on est confronté justement à un homme qui nous teste à 23h et qui, en plus, omet de faire certains tests parce que je pense qu'il était juste fatigué ou juste il savait pas bien faire son travail. Donc, excusez-moi, il y a déjà un problème dans les formations, je pense. Et d'ailleurs, je le dénonce assez brutalement dans le livre. Il y a un problème de formation des équipes des unités médico-judiciaires, un manque de moyens aussi, ils sont très peu. Le service est tout le temps à flux tendu au vu du nombre de femmes qui doivent se faire, et d'hommes bien sûr, mais qui doivent se faire tester pour diverses agressions.
Et puis en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'après avoir déposé plainte, après tout ce tourbillon qui dure entre 48 heures et 72 heures, en fait, il n'y a plus rien. Et ça, c'est on vraiment... vous lâche dans la nature, vous n'avez pas de suivi psychologique. Exactement. Alors, on nous donne une petite feuille A4 où on va nous expliquer un petit peu les effets secondaires, un peu comme une notice de médicaments assez sulfureuse de ce qu'on va ressentir. Donc, c'est-à-dire bipolarité, trou noir... Vous avez une fiche qui vous dit vous allez être bipolaire. Exactement. Et en fait, on nous conditionne à ce qu'on va ressentir. Et ça m'a assez traumatisée. J'avoue, on m'a donné le numéro de la psychologue de la police que j'ai appelée, qui m'a dit qu'en fait, au vu du nombre de victimes qu'elle devait accompagner, elle n'était pas disponible avant 3 semaines. Alors, qu'est-ce que vous avez fait du coup ? Écoutez, j'ai attendu. J'avais quand même pris mon rendez-vous. J'ai attendu. Et puis au final, en fait... on se retrouve chez soi, on se retrouve à broyer du noir, à avoir des flashbacks, à avoir des nuits en fait qui juste ne riment strictement à rien, en plus à être arrêté, parce qu'au final, même moi je voulais continuer mon travail, mais c'était mieux d'arrêter pour quand même prendre un peu le temps de se poser et comprendre vraiment ce qui venait de se passer. Enfin, j'ai quand même frôlé la mort à 2 minutes près, donc et puis ce viol qui était aussi juste terrible. Après tout ça, on doit trouver un psychologue, on doit trouver un avocat aussi, bien sûr. Moi, à un moment donné, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, je peux plus. J'avais des envies suicidaires aussi, des envies suicidaires qui ont duré quand même pendant 1 an. Même si, bien sûr, j'ai commencé à être suivie, et c'est au moment où j'ai commencé à avoir ces envies suicidaires que que je me suis dit, ok, il faut que tu te reprennes en main. Je suis allée voir également une psychiatre qui m'avait proposé de m'interner et de prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. À mon sens, les antidépresseurs et les anxiolytiques doivent être une béquille, mais ne doivent pas être une habitude. Ne doivent pas soigner, ne doivent pas être une accoutumance. Marie-Estelle Dupont, d'ailleurs, que j'ai rencontrée, le dit très bien aussi. C'est vrai que tout ça, malheureusement, ça révèle d'un système qui est assez défaillant sur l'accompagnement des victimes, et c'est pour ça qu'aussi il y a des associations qui existent. Dont la vôtre, Éclat de femme, parce que vous avez refusé le silence et la place assignée à la victime, justement, et c'est pour ça que vous l'avez fondée, pour accompagner d'autres survivantes et qu'elles ne se retrouvent pas dans la même situation que vous, Claire Géronimi. Exactement, après avoir été confrontée à des associations qui ne voulaient pas forcément m'aider et qui juste me disaient de contacter une psy, et puis voilà, qui ne voulaient pas relayer mon histoire non plus. Je me suis dit, mais en fait, il faut absolument créer une association. J'ai rencontré beaucoup de victimes, surtout au moment où mon histoire commençait à être médiatisée, parce que j'ai jamais caché mon nom. Des victimes m'ont raconté leur histoire et elles m'ont toutes raconté plus ou moins la même chose, comme quoi elles étaient totalement lâchées dans la nature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Éclat de femme, que j'ai créé du coup il y a 1 an, on accompagne toutes les femmes. Mais je dis bien toutes les femmes, c'est très important. C'est une association qui est totalement apolitique. Exactement. Et on les accompagne du dépôt de plainte jusqu'au procès. On a une équipe de psychologues, bénévoles, de juristes, d'avocats. Et on essaye de faire au mieux pour déposer plainte avec elles, pour organiser des week-ends entre victimes. Et d'ailleurs, je donne la parole à 5 survivantes à la fin de mon livre, qui, je trouve que c'était important qu'elle soit présente, parce que sans elle, en fait, j'aurais jamais créé Éclat de femme. C'est bouleversant, votre histoire. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Claire ? Écoutez, ça va. C'est pas facile tous les jours, on imagine. Bien sûr que non. Enfin, je pense que continuez à vous soigner. Je vois toujours une psychologue, oui. Excusez-moi, je vois toujours une psychologue, oui. Dans tous les cas, c'est quand même primordial, même qu'on ait vécu des agressions ou non. Je pense que toute personne un jour devrait aller voir un psy. Dans tous les cas, avoir un confident qui à la fois n'est pas un proche, je trouve que qui ne donne pas d'opinion, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais la reconstruction n'est pas linéaire, en fait. Il y a des moments où on rechute, on retombe, et le procès m'a fait énormément rechuter, mais maintenant ça nous a permis de confronter aussi, on imagine. Je pense que ça permet aussi de se dire que de passer à autre chose après. Exactement, et que son agresseur est derrière les barreaux. Et que comme quoi ça marche quand même, la justice. La justice peut être implacable. Je pense que quand une victime a son histoire qui est reconnue par la justice, ça change tout. Et on n'est plus considéré comme victime. Et alors, sur ces histoires d'OQTF, pour vous, l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être appliquée réellement rapidement, quel que soit le sujet, finalement, il faut que ça soit appliqué, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de viol en ce moment par des OQTF. Je reprends l'exemple encore de cette nonagénaire à Nice qui a été violée par un ressortissant tunisien sous OQTF.
À mon sens, en fait, si on parle d'OQTF qui ont déjà été appliqués en plus pour des crimes et des délits, en fait, c'est obligé. Ouais, c'est insensé qu'ils soient encore là, quoi. C'est en ça fait, que il vous devrait dites. limite y avoir 2 distinctions d'OQTF. Les OQTF qui ont juste pas renouvelé leur papier et qui n'ont jamais commis de crimes et délits, et les OQTF qui ont commis des crimes et délits. Dans le cas de mon agresseur, il avait déjà 3 OQTF, 11 condamnations à son actif. Donc bon, le 3 profil... OQTF, 11 condamnations. Le profil était, bien sûr, le profil était assez chargé, et souvent, en plus, on le voit dans tous les cas, les détenus en prison, souvent pour les viols, sont déjà récidivistes à 40%. Et ça, c'est assez étonnant, et en plus de ça, il y a 25% d'étrangers en prison. Donc en fait, c'est assez significatif toute et cette ce qui est application. intéressant, c'est que vous, c'est pas le terrain identitaire qui vous intéresse, c'est juste que les victimes soient protégées et que l'État prenne ses responsabilités, en fait. On est d'accord. Et exactement, et c'est pour ça qu'avec l'UDR, on a travaillé sur une proposition oui, parce de que loi. vous êtes vice-présidente de l'UDR, et ça me prouve aussi que vous allez en venir à votre proposition de loi, mais ça prouve aussi que votre engagement, c'est pas que du témoignage ou de l'associatif, là, c'est un engagement politique aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'engagement, le fait de dénoncer qui a été mon combat personnel, le fait de tout simplement accompagner qui est avec mon engagement avec Éclat de Femmes, et puis il y a agir aussi. Agir, c'était pour moi essentiel d'être aussi de rentrer dans le cœur du système en politique, et puis tout simplement d'intégrer le parti d'Éric Ciotti, l'UDR. Bravo. Finalement, si après tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, avec un peu de recul, avec ce livre, avec vos combats, votre engagement, si vous aviez une phrase pour résumer là où vous en êtes en termes de résilience et de positionnement aujourd'hui, ça serait quoi ? Je pense que le chemin a été semé d'embûches et sera encore semé d'embûches, mais avec conviction, on peut y arriver. Et encore une fois, je pense que dans tous les cas, la vie est semée d'embûches. Donc si on a confiance en ce qu'on fait, parce que dans tous les cas, moi, ce que je fais, c'est... Ça n'a pas ébranlé votre confiance en vous, quoi. Au contraire, j'ai envie de dire. Si, bien sûr que si. On est blessé au plus profond de soi, en tant que femme. On n'a plus confiance en son corps. Bien sûr, il y a plein de sujets. Mais il y a quelque chose qui m'anime, qui est beaucoup plus fort, et c'est celui peut-être de l'engagement collectif. Et que si je ne le faisais pas, je pense que peut-être que je sombrerais, ouais. Bravo. Bravo pour votre engagement. Merci. Vraiment, c'est très touchant. On vous souhaite la lumière, en fait, Claire. Vers la lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Le hall d'entrée pour eux, je n'avais pas le profil, c'est sorti chez Fayard. Je le recommande pour tout le monde. Voilà. C'était Parlons Femmes sur Sud Radio. Merci pour votre écoute. On se retrouve samedi prochain à 13h30, demain 19h pour cet excellent. Merci à Julien Delmas qui réalise. Et très bonne suite sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.